Une grève générale est prévue par les magistrats dans toute l'île à partir de demain et ce pour une durée de 7 jours. Pour cause, l'État n'a donné aucune suite favorable aux revendications des magistrats jusqu'à présent. La rocade reliant Sarasota à Ivato reste jusqu'à présent bloquée. Seuls les charrues, bicyclettes et motos peuvent y traverser. Les riverains remettent en cause l'état actuel de cette rocade qui endette pourtant la population malagasy. Et enfin, le Premier ministre irakien Abadi s'est rendu à Mossoul, dans le nord du pays, où il a annoncé la victoire des forces gouvernementales sur les djihadistes de l'État islamique qui tenaient la ville depuis 3 ans. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, une grève générale est prévue par les magistrats dans toute l'île à partir de demain et ce pour une durée de 7 jours. Pour cause, l'État n'a donné aucune suite favorable aux revendications des magistrats concernant l'indépendance de la justice, la lutte contre l'instrumentalisation de la justice et l'état de droit et la démocratie. Muramanch. Le syndicat des magistrats de Madagascar a pris une mesure stricte par rapport à leurs revendications. En effet, le SMM va entamer une grève générale à partir de demain et pour une durée de 7 jours. Autrement dit, du mardi 11 juillet jusqu'au lundi 17 juillet, l'ensemble des magistrats dans toute l'île cessera d'exercer leurs fonctions de magistrat et il n'y aura pas de service minimum durant ces 7 jours de grève. D'ailleurs, le gouvernement a été interpellé maintes fois par le SMM. On pense qu'on a assez donné du temps à l'État, mais que nous pensons aussi que pendant 17 jours, puisqu'on a déjà donné 7 jours, et puis on a déjà donné 10 jours, et puis nous pensons que les 7 jours de grève feront réfléchir encore plus les tenants du pouvoir. Mais après les 7 jours, s'il n'y a pas encore un dialogue fructueux entre les syndicats des magistrats, nous allons revenir à une assemblée générale et nous allons aussi penser à ce que nous allons faire ensuite si les grèves qu'on va entamer n'a pas les conséquences qu'on a souhaitées. Durant ces 7 jours, les magistrats vont tenir une réunion afin de décider de la suite de leurs revendications. En effet, les 2 jours de grève avec les 10 jours de délai accordés au gouvernement n'ont pas produit les effets souhaités pour les magistrats. Également, dans l'actualité, la rocade reliant Sarasota à Ivato reste jusqu'à présent bloquée. Seuls les charrues, bicyclettes et motos peuvent y traverser. Les riverains remettent en cause l'état actuel de cette rocade qui endette pourtant la population malagasy. Gaëtan Andjiatslav. La rocade de 11 km allant de Sarasota à Ivato, qui n'a été utilisée que durant le sommet de la francophonie, ne sert à rien, réitère la population environnante. La qualité de l'infrastructure est également remise en cause. Il y a un barrage, mais cela n'empêche pas les va-et-vient. Il s'agit d'une construction provisoire, mais non durable. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais il est vrai que ce n'est pas d'une première qualité. La couche est vraiment mince. À peine utilisée, cette route est déjà trouée et abîmée. C'est un gaspillage d'argent énorme. La population malgache remboursera dans un délai de 25 ans les 30 millions de dollars attribués à la construction de cette rocade que la population n'a même pas eu l'occasion d'utiliser après la semaine du sommet de la francophonie. Les responsables devraient prendre en compte cette route. Il s'agit de l'argent de la population. C'est du gaspillage d'argent. Nos rizières ont été remblayées pour rien. La qualité est vraiment médiocre. C'est une route made in China, comme disent les Malgaches. C'est pourquoi elle est déjà abîmée.
Mon grand-père possède des rizières qui ont été remblayées alors que la rocade est inutilisable. Selon les indiscrétions, la société ayant obtenu le marché procédera à la rénovation de cette rocade au mois d'août. La population attendra si les travaux finis correspondront au budget alloué. En outre, tôt ou tard, les dettes du pays porteront un impact sur le quotidien de la population malgache. Et puis un terrain d'entraînement de rugby à Souav-Masoandj a été clôturé sans explication. Selon les informations des responsables auprès du Fuktan de Souav-Masoandj, l'affaire date de l'année 1996 et contrairement aux rumeurs, la société Filatex n'est nullement associée à cette affaire. Michela Ranardzon. À Souav-Masoandj, un terrain d'entraînement de rugby donné à l'association RCTS Rugby Club Tannour Souav-Masoandj en 2005, officialisé comme dans de la commune urbaine en 2010, est actuellement clôturé. Mais à part le terrain, plusieurs hectares de rizières sont également clôturés. La clôture de ce terrain de 15 hectares a commencé le 15 juin dernier. Selon un responsable auprès de la RCTS, aucun papier ne leur est parvenu jusqu'ici, alors qu'ils sont officiellement propriétaires depuis déjà 15 ans. Les responsables auprès du Fuktan de Souav-Masoandj, de leur côté, ont expliqué que le dossier en leur possession affirme que la démarche de vente date de l'année 1996. Ce n'est qu'à 21 ans après que le dossier se déterre. Selon toujours les investigations, la société Prime Immobilier devient actuellement le propriétaire de ce terrain, ainsi que la société Filatex. Une information très vite démentie par la société Filatex à travers un communiqué. Le groupe Filatex n'est nullement associé à la société Prime Immobilier et n'a aucun lien avec celle-ci dans ses projets à Souav-Masoandj. Les explications des responsables émanant du ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement sont attendues actuellement. Toujours dans l'actualité, l'Office national pour l'environnement effectue diverses études au sein de la société ou de la communauté locale envisagée pour une société où s'implanter. Et c'est seulement après ces études que l'ONE délivre des permis environnementaux. 31 permis ont été délivrés par l'ONE durant le premier semestre de cette année. Michael Ramarla. 31 permis environnementaux ont été délivrés par l'Office national pour l'environnement depuis le début de l'année, selon le bulletin périodique de l'ONE. Sur ces 31 dossiers, la majeure partie concerne la création d'entreprises dans le domaine de l'exploitation minière, soit 32% de l'octroi de permis environnemental. Les secteurs privés comme l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'infrastructure, les forêts, la télécommunication ont obtenu aussi des permis environnementaux. La consultation publique évoque souvent des préoccupations, entre autres le recrutement des jeunes locaux pour les travaux, la non-affectation des sites sacrés comme les tombeaux et la compensation des biens éventuellement détruits par les travaux. C'est seulement après cette consultation publique que l'ONE peut délivrer les permis environnementaux ou alors le cas contraire. Une démarche qui n'est souvent pas suivie à la lettre dans la plupart du temps, particulièrement pour le secteur minier, situation qui a causé les revendications des communautés touchées par les sites d'exploitation minière qui n'ont pas de permis environnementaux. Dans le reste de l'actualité, le maire d'Ampef, district Souav-Nanjin, a été tué par 6 bandits ce week-end. D'après la gendarmerie nationale, le maire n'a pas survécu aux 4 balles qu'il a reçues durant cette attaque. Youn Nassen. Une personne a été appréhendée jusqu'ici suite à l'attaque du maire d'Ampef le week-end dernier. Il a reçu 4 balles de ces bandits avant de succomber à ses blessures. Le responsable de communication de la gendarmerie nationale réitère que l'enquête est en cours pour rechercher les coupables. Les armes utilisées par les 6 bandits font l'objet d'un mandat de recherche ainsi que les 10 milliards d'ariars volés durant l'attaque. Il s'agit du bénéfice de ces marchandises. La question qui se pose actuellement, s'agit-il d'un règlement de compte, d'une stratégie politique ou seulement le résultat de l'insécurité incessante dans le pays? Les enquêtes sont en cours. Pour rappel, à part le cas du maire de la commune d'Ampef, 2 maires ont été tués pour des raisons d'insécurité, à savoir le maire de Bemuk Chamay-Vantanan et celui d'Ambalakinjes, district Amboumassou.
Passons maintenant à l'actualité internationale. Le Premier ministre irakien Abadi s'est rendu à Mossoul, dans le nord du pays, où il a annoncé la victoire des forces gouvernementales sur les djihadistes de l'État islamique qui tenaient la ville durant 3 ans. Les détails dans ce reportage de France 24. Il est venu féliciter les combattants et le peuple irakien. À Mossoul, le Premier ministre l'assure, la victoire contre le groupe État islamique est proche. Haider al-Abadi l'avait affirmé un peu plus tôt lors d'une réunion au quartier général de la police fédérale. La plupart des djihadistes de Mossoul ont été tués, il n'en reste plus que quelques-uns. Je vais laisser un peu de temps aux forces armées héroïques afin qu'elles continuent leur action et que l'on puisse très bientôt annoncer notre victoire totale. Dès cette annonce, des centaines d'Irakiens euphoriques sont descendus dans les rues. Nous voulons féliciter toutes les mères irakiennes et leurs courageux fils qui se sont battus pour leur pays. Bravo à nos frères et sœurs pour la libération de Mossoul. Nous saluons les forces irakiennes qui ont sauvé notre pays et nos familles. Nous nous réjouissons de cette victoire et de l'expulsion de ces rats de l'organisation de l'État islamique. Nous disons aux habitants de la région de Mossoul, sachez que tous les Irakiens, où qu'ils soient, vous soutiennent. Une victoire qui aura coûté très cher sur le plan humain et matériel. Des milliers de civils ont été tués pendant ces 9 mois de combat. Près d'1 million d'habitants ont dû fuir et la ville est en grande partie détruite. Pour l'heure, les combats se poursuivent dans la grande cité du Nord. Et si la reconquête de Mossoul est la plus importante victoire de Bagdad sur les djihadistes depuis 2014, la guerre contre le groupe État islamique est loin d'être terminée. L'organisation contrôle encore plusieurs territoires en Irak. Et enfin, Paris est en concurrence avec Los Angeles pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Réunis à Lausanne, les membres du CIO pourraient décider une double attribution des Jeux pour les 2 villes pour 2024 et 2028. France 24. Pour Emmanuel Macron, il faudra frapper fort ce mardi. Dernier match de la compétition avec Los Angeles pour l'attribution des JO 2024. 45 minutes de présentation, une centaine de juges et une poignée d'intervenants dont le président de la République. Pour Anne Hidalgo et Tony Estanguet, déjà sur place à Lausanne, c'est une date clé. C'est la première fois que l'on s'adresse à l'ensemble des membres du CIO. Donc pour nous, c'est vraiment une occasion déterminante de convaincre les membres du CIO que Paris 2024 est le bon choix. On va vraiment sortir le grand jeu parce que pour nous, c'est important. Ça fait 2 ans qu'on attend ce moment-là. Il y a beaucoup d'enthousiasme et de détermination et on a hâte que ça commence. Une compétition acharnée entre les 2 villes, mais au final probablement aucune réelle perdante. Celle qui n'organisera pas les JO 2024 devrait hériter des JO 2028. Un accord gagnant-gagnant que devrait valider le Comité international olympique ce mardi. Mais hors de question pour Paris de changer de cap. La ville reste concentrée sur 2024. Los Angeles, elle, pourrait accepter 2028. Dernière ligne droite en septembre avec une ultime présentation suivie du vote. Paris semble pour le moment favorite pour 2024 après 3 échecs, dont le dernier en 2005 face à Londres. On termine avec un bref rappel des titres. Une grève générale est prévue par les magistrats dans toute l'île à partir de demain et ce pour une durée de 7 jours. Pour cause, l'État n'a donné aucune suite favorable aux revendications des magistrats jusqu'à présent. Et puis la rocade reliant Sarasot à Ivat reste jusqu'à présent bloquée. Seuls les charrues, bicyclettes et motos peuvent y traverser. Les riverains remettent en cause l'état actuel de cette rocade qui endette pourtant la population malagasy. Et enfin, le Premier ministre irakien Abadi s'est rendu à Mossoul, dans le nord du pays, où il a annoncé la victoire des forces gouvernementales sur les djihadistes de l'État islamique qui tenaient la ville durant 3 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.